des études qui ont été menées par votre structure. Ces études remontent de quelle année et quelles sont les réalités que vous avez constatées sur le terrain et lesquelles vous ont conduit à cette finalité de réunir les gouvernements? Non, les choses sont simples. Sur les redevances minières, nous y travaillons depuis 3 ans avec un consortium des ONG congolaises qui sont implantées dans les zones minières. Et nous avons documenté combien d'argent touche chaque ETD qui reçoit de l'argent, mais aussi combien d'argent elle doit toucher. Et donc ça, c'est quelque chose que nous avons mené depuis 3 ans, d'une part. D'autre part, avec notre volet énergie, Congo, on a mis en place une plateforme qui s'appelle Congo EP, la plateforme où on peut trouver l'ensemble des potentiels énergétiques de la RDC et les meilleures solutions d'électrification. Donc avec ces deux outils, nous avons voulu sensibiliser les gouvernements à la réalité de ces données pour permettre aux ETD de disposer des informations nécessaires à leur projet d'électrification. Pour nous, c'est la priorité des priorités. Le gouvernement congolais doit investir dans la transformation locale de nos minéraux pour qu'on ait la valeur ajoutée, ou qu'on puisse avoir la mesure de notre chaîne de valeur. Ça, c'est le premier élément. Il y a évidemment la question des recherches, de la recherche scientifique dans la manière, dans la maîtrise de notre production. Et cela passe, comme je l'ai dit, par le renforcement des services nationaux géologiques pour vérifier, étudier et continuer les recherches, les analyses, les découvertes de nos minéraux. Fidèles téléspectateurs, bienvenue à cette nouvelle production de l'émission Dossier de la rédaction. Mon équipe et moi sommes très ravis de renouer de nouveau avec vous après un long silence. Et ce soir, dans Dossier de la rédaction, nous recevons Jean-Claude Mpoutou, qui est directeur adjoint des ressources Matters, qui est une structure internationale. Avec lui, nous allons parler de deux grands événements qui se sont déroulés récemment ici en République démocratique du Congo et organisés par cette structure internationale en collaboration avec quelques ministères. Nous avons cité le ministère du Développement rural, ministère des Mines, ressources hydrauliques, il y a eu le ministère de l'Intérieur et la coopération internationale. Un événement parlait des minéraux à utiliser dans les transferts énergétiques et un autre évoquait l'électrification des entités territoriales décentralisées. Comme vous le savez, à Kinshasa déjà, la capitale, l'électricité pose de sérieux problèmes, un véritable casse-tête. Et penser déjà à électrifier les entités territoriales décentralisées, les ADD, semble être utopique, semble être pris comme un rêve. Mais il y a eu des experts qui se sont penchés pour sortir des stratégies qui vont permettre d'atteindre ces objectifs. Bonsoir Jean-Claude. Bonsoir madame. Vous vous portez très bien, je pense. Je vais bien, un peu fatigué par les derniers événements, mais ça va très bien, merci. Voilà, nous l'avons adossé, deux grands événements organisés par votre structure ici à Kinshasa. Pourquoi avoir pensé seulement à ces deux thématiques-là? Ces deux thématiques font partie des choses sur lesquelles nous travaillons depuis plusieurs années et qui répondent pour nous à l'objectif même de la création des ressources Matters, c'est-à-dire comment faire en sorte que les populations congolaises puissent bénéficier des ressources naturelles de leur pays. Et tout le monde le sait, le pays est riche en ressources minières et on a une des grandes potentialités énergétiques renouvelables du monde. Donc il est pour nous tout à fait normal que les minéraux congolais, en particulier les minéraux de la transition énergétique, et les potentiels énergétiques de ces pays puissent bénéficier à la population. Après plusieurs années de travail, nous avons commencé cette année une réflexion plus approfondie comment rendre ces choses beaucoup plus pratiques et réelles. C'est ainsi que d'une part, avec le ministère des Mines, on a préparé ces forums pour permettre au pays
d'avoir une véritable stratégie sur la gestion de ces minéraux. Parce que comme vous le savez, la plupart de nos minéraux aujourd'hui sont gérés directement par des entreprises multinationales. Et souvent, on a une petite transformation au niveau local qui n'est pas suffisante pour leur accorder une valeur ajoutée réelle. Et nous avons aussi remarqué, après avoir passé toute cette année à interagir avec les différents experts, les différentes institutions qui travaillent dans les secteurs miniers congolais, qu'il y avait une urgence. Et cette urgence, c'était quoi? La mise en place par le gouvernement d'une véritable stratégie. C'est donc cette réflexion qui nous a conduit, avec le ministère des Mines, à co-organiser ces grands forums qui a eu lieu la semaine dernière avec tous les experts du pays pour débattre de ces problèmes et tracer des pistes pour l'avenir. Ouais, ces séminaires-là concernaient les minéraux de qualité, mais il y a quand même beaucoup de minéraux en République démocratique du Congo. On avait pris en compte tous ces minéraux-là où il y avait une particularité des minéraux destinés uniquement au transfert énergétique. Non, comme on le sait, comme je l'ai dit, les forums étaient centrés uniquement sur les minéraux de la transition énergétique. Pour le moment, je pense qu'il y en a 4 au Congo qui sont vraiment concernés. C'est évidemment les cuivres et les cobaltes, mais c'est aussi les coltans. Et tout récemment, les germaniums qui font partie de ces minéraux qui sont nécessaires à la transition énergétique mondiale. Et notre pays fait partie des meilleurs producteurs et exportateurs au monde. Il est d'autant nécessaire que nous puissions disposer d'une véritable stratégie pour avoir un impact réel dans le monde d'aujourd'hui et de demain. Et qu'est-ce qu'on peut comprendre par les transferts énergétiques? Les transferts énergétiques, disons, je ne parlerai pas de transfert énergétique à ce niveau-ci. Pour nous, Congolais, il est nécessaire que nos minéraux puissent avoir une valeur ajoutée certaine quand ils quittent notre territoire. Pour le moment, on exporte pour la plupart des minéraux semi-bruts ou quasi-bruts, c'est-à-dire sans réelle valeur ajoutée. Il faut savoir que lorsque notre cuivre, notre cobalt quitte le pays, il subit juste une première transformation en termes de cathode. Mais à l'étranger, ce produit est raffiné, il est modifié jusqu'à devenir, à être installé dans les batteries électriques. Donc, c'est toute cette chaîne de valeurs-là où nous sommes au début de la chaîne, où sans nous, il n'y a pas les restes de la chaîne. Donc, il est nécessaire que nous puissions, nous, avoir un impact réel sur la production mondiale de ces minéraux. Et cela passe notamment par la transformation locale de nos produits. Et pour cela, nous avons besoin alors d'un transfert de technologies, parce que nous n'avons pas encore la technologie nécessaire, mais nos experts, notamment à travers les CCPM, les Conseils congolais des batteries, et les centres d'expertise qui a été mis en place tout récemment, ils travaillent et nous espérons qu'avec l'aide des différents partenaires et de la volonté politique, nous allons y arriver. Mais pour ça, il faut une vraie stratégie pour mettre les moyens en place. Depuis toujours, on a transporté ou exporté les minéraux bruts. C'est quand même un manque à gagner pour les pays. Et la transformation sur place apporterait quoi encore de nouveau? Comme je l'ai dit, la transformation des minéraux sur place non seulement apportera une valeur ajoutée sur nos produits, c'est-à-dire on gagnera beaucoup plus d'argent, mais en plus de ça, ça permettra d'augmenter l'emploi. Ça permettra de nouvelles industries au Congo. Donc bref, la transformation locale est la voie sine qua non si on veut non seulement bénéficier de la valeur ajoutée de nos propres minéraux, mais aussi pouvoir peser véritablement sur la transition énergétique et positionner, cette fois-ci non dans les discours, mais dans les faits, la RDC comme pays solution. On va revenir pour parler de la quantité en stock. C'est bien beau, on a les 4 minéraux que vous avez cités qui contribuent dans les transferts énergétiques, dans la fabrication plutôt des batteries bio. Il est temps pour nous de suivre ces reportages sur les 3 jours d'ateliers qui se sont tenus à Hilton Hotel.
Ce forum réunit les parties prenantes, à savoir les leaders du gouvernement, les entreprises minières et la société civile qui réfléchissent sur les options stratégiques pour l'émergence de la RDC à l'horizon 2050 sur base de ces minéraux essentiels à la transition énergétique. Par ces forums, les ministères des Mines et Ressources Matters offre l'espace favorable à l'élaboration par le gouvernement congolais d'un plan stratégique de cette gestion des minéraux de la transition énergétique, précision du ministre d'État et ministre du Développement rural, Moïndo Zangui. Cette théorie de pouvoir fabriquer dans une des zones économiques spéciales, dans les Grands Katanga, des précurseurs de batteries pour qu'effectivement nous puissions commencer la petite industrialisation qui nous permettra de pouvoir aussi jouer un rôle important au niveau de l'échiquier mondial sur tous ces minéraux qui effectivement aujourd'hui vont jouer un rôle important dans la transformation et dans la transition énergétique. L'assistance a tour suivi le secrétaire général aux mines, les délégués de l'ambassade de Suède et Jean-Pierre Okenda des Ressources Matters, soutenant tous la position favorable de la RDC pour bénéficier de la demande croissante en minéraux pour la transition énergétique mondiale. D'où cette question: que faudra-t-il faire pour favoriser une gestion efficace de ces minéraux afin de permettre au pays et ses citoyens de jouir des opportunités économiques, financières et sociales, aussi de réduire les impacts négatifs de l'activité minière. Selon les différents panélistes, la RDC produit d'importantes quantités de cobalt sous forme d'hydroxyde de cobalt et du cuivre, des concentrés de thym, de coltan et de wolframite. Le pays possède également des ressources en lithium, nickel, germanium, manganèse, phosphate, fer, terres rares et gîtes géothermiques. Position pouvant être utilisée comme levier pour construire une économie congolaise résiliente et performante afin de soutenir l'industrialisation et la diversification économique du pays. Cela permettra aussi de relever les mesures à prendre pour la gestion efficiente de l'accès aux ressources et promouvoir la transformation locale. Vous avez dit, Monsieur Jean-Claude, qu'il y a des nouveaux minéraux à peine découverts également, qui feront partie de ceux qui aideraient à la fabrication de ces batteries électriques. Ces minéraux-là sont dans quelle province? On les retrouve dans quelle province? Non, mais pour le moment, l'essentiel des minéraux utiles à la transition énergétique et aux nouvelles technologies. Il y a évidemment les coltans qui pour le moment est essentiellement dans l'est du pays, et les restes du produit se trouvent dans l'ex-Grand Katanga. On a les cobaltes, on a les cuivres, je parlais du germanium maintenant, on a les lithium qui bientôt va être exploité à partir des Mané, à Kalemi. Donc voilà un peu là où pour le moment se concentrent ces minéraux, mais nous pensons véritablement que ça fait partie des choses qu'on a abordées. Une stratégie suppose aussi l'approfondissement de nos recherches géologiques. La RDC n'a pas encore la maîtrise de son sous-sol dans le sens où toutes les recherches qu'on a aujourd'hui, la plupart datent de l'époque coloniale. Donc là, il y a un effort à faire, il y a des moyens à mettre en œuvre pour que le Congo puisse développer sa recherche géologique en vue d'avoir la maîtrise de notre sous-sol, de nos minéraux, mais aussi découvrir de nouveaux gisements ou peut-être de nouveaux minéraux parce que nous croyons véritablement qu'il y a encore beaucoup de choses à découvrir dans ce pays. Mais si on n'a pas une vraie stratégie qui prend en compte l'ensemble de ces mesures et de ces mécanismes, on aura du mal à apaiser à la hauteur de ce que nous représentons et de ce que nous sommes. Nous allons également parler d'autres stratégies, mais nous venons d'apprendre aussi qu'il y a quand même une découverte de gisements de cuivre au niveau du Congo central vers Kivu là. On attend ça, mais encore une fois, ce sont des informations qui ne sont pas certifiées encore. Et donc pour ça, on a besoin d'utiliser notre service national géologique qui a des personnes compétentes. On a besoin de leur donner des moyens pour qu'ils agissent vraiment et qu'on puisse vérifier, confirmer et certifier ces informations. Les quelques minéraux, les 4 dont vous venez de parler, sont quand même en quantité importante. Mais bien sûr, dans les cobaltes, on est les premiers producteurs mondiaux au monde.
On a plus de 70% des quantités de cobalt. Dans les cuivres, je pense qu'on est parmi les premiers producteurs africains et parmi les premiers producteurs mondiaux. Donc, la quantité coltan, pareil. Donc, la quantité de nos minerais est largement suffisante et nécessaire. Sans nous, sans la RDC, et le monde aura du mal à faire face aux besoins actuellement. Donc, il est plus qu'urgent qu'on ait une vraie maîtrise, non seulement de notre quantité, mais on puisse peser sur la manière dont la quantité, la demande peut être équilibrée avec l'offre. Et parmi des difficultés ou bien des plaintes posées lors de cet atelier-là, il y avait aussi quelques pratiques peu encouragées dans ces secteurs-là. On dirait qu'il y a la fraude, il y a des histoires un peu compliquées. Évidemment que la fraude et la corruption sont omniprésentes dans l'ensemble des secteurs en RDC, dans les secteurs miniers en particulier, parce que c'est là où il y a beaucoup d'argent. Et donc là aussi, c'était un des éléments, et on a eu tout un panel sur la question de la lutte contre la corruption et l'amélioration du climat des affaires. Donc sur ces questions-là aussi, il est nécessaire que le gouvernement puisse mettre les moyens nécessaires pour pallier au manque à gagner que la corruption et la fraude occasionnent, notamment en renforçant nos services de contrôle, en nous dotant des équipements modernes qui permettent de vérifier aussi bien la qualité du produit que les quantités qui sont transportées. Bref, il y a toute une série, un ensemble de mesures à prendre par le gouvernement pour pallier aux défaillances liées à la corruption et aux fraudes. Mais en même temps, il y a un deuxième volet qui est aussi important que le premier, au-delà de la lutte contre la corruption, c'est l'amélioration du climat des affaires. Il faut des facilités administratives, il faut une information, la transparence dans les informations, il faut une sécurité juridique pour les investisseurs qui viennent. Bref, il y a tout un arsenal de mesures à mettre en place en faveur d'un meilleur climat des affaires, mais aussi pour lutter contre la corruption et donc mettre fin à l'impunité qui domine le secteur. Et pouvons-nous savoir les autres stratégies arrêtées lors de ces forums de haut niveau, à part approfondir les études pour découvrir d'autres gisements? Non, il y avait notamment la question, je l'ai mentionné tout à l'heure, de la transformation locale. Okay. Pour nous, c'est la priorité des priorités. Le gouvernement congolais doit investir dans la transformation locale de nos minéraux pour qu'on ait la valeur ajoutée, qu'on puisse avoir la mesure de notre chaîne de valeur. Ça, c'est le premier élément. Il y a évidemment la question des recherches, de la recherche scientifique dans la manière, dans la maîtrise de notre production. Et cela passe, comme je l'ai dit, par le renforcement des services nationaux géologiques pour vérifier, étudier et continuer les recherches, les analyses, les découvertes de nos minéraux. Un autre volet, c'est évidemment la question qu'on a appelée de la protection de l'environnement. On doit pouvoir avoir une exploitation qui soit propre et respectueuse de l'environnement. Donc, dans ce sens-là, il faut mettre en place des pratiques nouvelles, des mesures innovantes pour protéger notre environnement. Puis, il y a le quatrième élément. Il faut absolument, toutes ces mesures ne servent à rien si la richesse minière ne bénéficie pas à notre population. Et donc, comment transformer toutes ces choses pour que nos communautés locales, les populations congolaises, puissent bénéficier des fruits de son rapport. Donc, ça pose donc la question de la répartition des revenus du secteur minier entre, d'une part, les investisseurs et de l'autre, la population congolaise. Donc, on a là toute une série de mesures. Et puis, il y a les derniers éléments, non les moindres, la question des infrastructures, que ce soit les infrastructures routières, industrielles, pour qui vont permettre le développement et l'accroissement de ces minéraux. Et donc, voilà un peu toute une série de choses à y ajouter. Le dernier élément, c'est évidemment la question de l'énergie. Il peut y avoir industrialisation, il peut y avoir transformation locale, que si le pays est capable de produire assez d'énergie, assez d'électricité pour répondre à ses besoins. Pour le moment, il y a un déficit énorme en termes d'énergie électrique et donc il faut une vraie stratégie gouvernementale pour savoir comment développer le secteur énergétique, notre capacité de production pour pouvoir répondre non seulement aux besoins actuels, mais surtout aux besoins à venir. Nous abordons la deuxième étape qui concerne l'électrification des ETD.
Il y a eu également un atelier ici au Cercle Laïs. Que comptez-vous Déjà, j'ai dit que dans la capitale, il y a un sérieux problème. Là, votre structure et le gouvernement pensent déjà à l'intérieur du pays où ça ne sera pas également facile. Comment comptez-vous faire? Écoute, cet atelier répond à des préoccupations majeures. C'est vrai, vous avez raison de mentionner les déficits énergétiques dans la capitale. Mais il faut savoir que si déjà à Kinshasa, il y a un problème avec l'électrification, dans nos milieux ruraux, il n'y a absolument pas d'électricité. Les gens vivent dans les noirs. Et depuis plusieurs années, nous avons commencé un travail au niveau des provinces qu'on a appelé, avec nos partenaires du réseau Mwangaza, on a fait des études diagnostiques pour mesurer, pour voir l'état des lieux de l'électrification dans nos provinces. Et de cette étude, quelque chose est ressorti fortement, c'est que la différence est énorme entre les milieux urbains des villes comme Kinshasa et les milieux ruraux où il n'y a pratiquement pas d'électricité. De ces constats, il est né un besoin pour nous, comment faire en sorte que les milieux ruraux puissent bénéficier de l'électricité. Notre travail dans les secteurs miniers nous a aussi fait découvrir une autre réalité, qui est depuis la révision du code minier de 2018, une réforme a été mise en place sur les redevances minières où 15% de l'ensemble de la redevance minière est versée directement auprès des ETD, donc ces entités locales décentralisées qui sont dans des milieux qui sont constitués des secteurs ou des territoires, voire même des chefferies. Or, ces entités reçoivent de l'argent. Et cet argent, nous nous sommes posé la question, pourquoi ne pas faire en sorte que les mines et l'énergie travaillent ensemble, un peu sur les modèles des ressources matières, faire en sorte que l'argent des mines puisse bénéficier à l'électrification. Dont l'idée d'organiser cet atelier entre ces ETD qui reçoivent la redevance minière et les différentes parties prenantes, notamment les ministères des ressources hydrauliques et de l'électricité, les ministres de l'Intérieur, qui est en fait l'autorité administrative des tutelles des ETD, les ministères des mines, qui s'occupent des questions minières, mais aussi les ministères du développement rural, qui a en charge le développement de nos territoires. Et les ressources, je l'ai dit, les ressources hydrauliques. Mais nous avons aussi pensé faire appel au ministère de la coopération, avec lesquels on a un cadre de coopération, parce que le ministère de la coopération peut aider à mobiliser les moyens qui manquent pour pousser vers la mise en place des projets, des parties qui soient d'ordre de type partenariat public-privé, ou simplement des projets de bailleurs précis qui ont à cœur de développer les milieux ruraux. Et donc c'est dans ce sens-là qu'avec ces 5 ministères, nous avons organisé cet atelier où nous avons invité à titre d'expérimentation 5 ETD bénéficiaires de la redevance minière pour qu'ensemble on puisse réfléchir et tracer les voies vers l'électrification de ces ETD, où les ETD ne seront pas simplement des acteurs passifs, mais où ils deviendront les principaux acteurs de l'électrification pour permettre quand même un rééquilibrage entre les milieux urbains et les milieux ruraux. Quels sont les ETD en question, les 5, et depuis quand perçoivent cette redevance? On a dit que la réforme date de 2018 et je pense que l'effectivité de cette mesure a été faite différemment selon les ETD et l'avancée des programmes sur le terrain. Mais à l'heure actuelle, tous les 5 ETD qui ont été invités touchent la redevance minière. Il y a Kaponda dans les Hauts-Katanga, il y a Luilu dans les Lualaba, il y a Kakangai dans les Kasaï orientales, il y a Kibali dans l'Ituri et Otwele, et puis il y a un ETD dans les Nord Kivu, une chefferie dans les Nord Kivu. Donc voilà un peu les 5 ETD qui étaient là. Et lorsque vous parlez d'électrifier ces ETD-là, c'est de quelle façon? Est-ce qu'ils vont dépendre directement de l'électricité nationale que nous avons toujours, ou ils vont créer ou travailler avec les particuliers? Non, ça c'est une excellente question. Il faut savoir aussi que depuis 2014, il y a une loi sur la libéralisation du secteur de l'électricité, qui a fait de ce secteur un marché ouvert à tous. La SNEL n'est pas la seule détentrice du secteur, mais maintenant, il y a des entreprises privées
même les entreprises publiques qui peuvent produire de l'électricité. Et cette loi donne aussi un mandat aux ETD qui peuvent développer des projets propres avec les partenaires de leur choix, tout en respectant les cadres réglementaires sous l'autorité des régulations de l'électricité. Et donc, l'ensemble de ces éléments fait que les ETD ont les moyens de développer et même de privilégier une production propre sur base des options locales pour pouvoir arriver à avoir du courant qui ne dépendent pas nécessairement de la SNEL, surtout lorsqu'on sait que les réseaux de la SNEL n'arrivent même pas dans la plupart de ces territoires. Avant de continuer, une petite pause pour suivre ces reportages sur les quelques jours, 3 jours d'atelier au Cercle Laïs et l'atelier Pont Mine Énergie organisé par Ressources Matters avec le ministère sectoriel. C'était sur l'électrification des ETD bénéficiaires de la redevance minière. Suivant. Avec le plus grand potentiel d'énergie renouvelable et détenant un taux d'électrification faible du continent, en particulier dans les zones rurales, la RDC dispose aussi d'un potentiel minier non négligeable qui peut lui permettre de promouvoir son développement et le bien-être de sa population. Cet atelier Pont Mine Énergie organisé par Ressources Matters avec l'appui de 11 Hour Projects et avec le ministère des Mines, de l'Intérieur, de la coopération internationale, des ressources hydrauliques et de celui du développement rural. Cet atelier réunit toutes les parties prenantes pour explorer comment les redevances minières perçues par les entités territoriales décentralisées ETD peuvent contribuer à électrifier et devenir des catalyseurs pour le développement et le bien-être des populations et des milieux ruraux, comme l'explique Christian Benga, coordonnateur du secteur énergie chez Ressources Matters, et Eric Kassongo, porte-parole du réseau Mwangaza. Quels sont les défis auxquels ces ETD sont confrontés dans le cadre de leur électrification et aussi voir dans quelle mesure on peut comprendre la manière dont ils gèrent les redevances qui leur sont versées. Comme vous le savez, le taux d'accès à l'électricité au niveau de nos communautés, c'est toujours inférieur à 1%. Et Ressources Matters, comme une ONG qui travaille pour que les ressources naturelles du pays puissent bénéficier aux communautés, nous avons commencé depuis un certain temps de réflexion sur comment est-ce que les communautés peuvent vraiment utiliser les redevances pour leur électrification. Il s'y est de rappeler que la dernière réforme du code minier accorde directement 15% de la quotité de la redevance minière à ces entités territoriales décentralisées. Les ministères, institutions publiques et privées, les entreprises minières et producteurs d'énergie, les partenaires techniques et financiers, les membres de la société civile vont travailler 3 jours durant pour des solutions qui aboutiront à la construction des infrastructures en vue de la production locale et décentralisée d'électricité en utilisant les données du Congo EPELA et l'argent de la redevance minière. Retour sur ces plateaux, à vous suivre, Monsieur Jean-Claude Poutou. Il y a des études qui ont été menées par votre structure. Ces études remontent de quelle année et quelles sont les réalités que vous avez constatées sur le terrain et lesquelles vous ont conduit à cette finalité de réunir les gouvernements? Non, les choses sont simples. Sur les redevances minières, nous y travaillons depuis 3 ans avec un consortium des ONG congolaises qui sont implantées dans les zones minières. Et nous avons documenté combien d'argent touche chaque ETD qui reçoit de l'argent, mais aussi combien d'argent elle doit toucher. Et donc ça, c'est quelque chose que nous avons mené depuis 3 ans, d'une part. D'autre part, avec notre volet énergie, Congo, on a mis en place une plateforme qui s'appelle Congo EP, la plateforme où on peut trouver l'ensemble des potentiels énergétiques de la RDC et les meilleures solutions d'électrification. Donc avec ces 2 outils, nous avons voulu sensibiliser les gouvernements à la réalité de ces données pour permettre aux ETD de disposer des informations nécessaires à leur projet d'électrification. Et donc cet atelier nous a permis d'une part d'écouter les ETD exprimer leurs besoins et toutes les ETD ont été unanimes.
ils ont besoin d'électricité. Pourquoi? Parce que l'électricité est source de développement. Parce que l'électricité va entraîner le développement du secteur, mais aussi va augmenter la sécurité, parce que l'obscurité souvent occasionne beaucoup de méfaits. Et donc, quand on est arrivé à cette conclusion tous ensemble, on a décidé d'y associer les décideurs politiques, d'où 5 ministères sectoriels qui, d'une manière ou d'une autre, ont chacun une responsabilité, un rôle à jouer pour permettre, pour accompagner les VTD. Et ça a été, de l'avis unanime des participants, une occasion, une première dans l'histoire des VTD, mais aussi dans la manière dont 5 ministères sectoriels peuvent collaborer ensemble pour permettre à nos populations de bénéficier de nos richesses naturelles. Et donc, voilà un peu la démarche originale qui nous a conduit à arriver à cet atelier. Et nos travaux, notre recherche n'ont été que des éléments qui ont rendu possible l'organisation de cet atelier. Parlez-nous un peu des ressources matières, parce qu'apparemment, on sent les soucis dans cette structure, organisation internationale, les soucis de voir le bien-être des Congolais vivant dans tous les territoires nationaux. Les ressources matières existent depuis plusieurs années, et comme je l'ai dit au début, elle a été créée avec un objectif précis, permettre aux populations congolaises de profiter des richesses du Congo. Et donc, Ressources Matières travaille dans trois thématiques. La première thématique, c'est évidemment la question minière. Et nous avons fait l'option volontairement de ne regarder que les mines industrielles. Parce que c'est là qu'il y a beaucoup d'argent et c'est là qu'il y a beaucoup de possibilités pour le développement de ces pays. Et donc, voilà le premier volet de nos activités. Et sur la question minière, nous travaillons sur la transparence et la bonne gouvernance du secteur minier pour que les fruits de nos mines puissent profiter aux populations. Et depuis 1 an, 2 ans, nous avons mis l'accent sur un nouveau phénomène qui est très dangereux, c'est que l'exploitation minière congolaise aujourd'hui fait partie des premiers pollueurs du pays. Or, on a besoin de protéger et de préserver notre environnement. Donc, nous nous intéressons aussi à cette question. La deuxième direction dans laquelle nous travaillons, c'est forcément la question énergétique, puisque ça va de pair. Les mines ont besoin de l'énergie, mais aussi le pays a besoin de l'énergie. C'est complètement incompréhensif, voire inadmissible que le Congo, qui a un des plus grands potentiels au monde en matière d'électrification renouvelable, soit parmi les derniers pays en termes de taux d'accès à l'électricité. Et donc, sur ce terrain-là, nous travaillons depuis plusieurs années avec des organisations congolaises. On a mis en place un réseau qui s'appelle le réseau Mwangaza, où nous menons un plaidoyer actif pour la promotion de l'accès à l'électricité au plus grand nombre possible. C'est dans ce cadre que nous avons notamment développé la plateforme Congo Epela qui propose les meilleures solutions d'électrification, peu importe les coins où on se trouve dans les pays. Et enfin, le dernier volet, qui est en fait j'ai envie de dire quelque chose qui s'est imposé à nous, c'est la corruption, la lutte contre la corruption, parce que la corruption domine et gangrène les secteurs miniers, gangrène le monde des affaires, et cela a une répercussion directe sur les revenus, c'est-à-dire les pays est privé d'une plus grande partie de ses revenus à cause de la corruption. Donc il était logique que les ressources matières, en collaboration avec d'autres organisations, nous puissions développer une politique plus forte de lutte contre la corruption. C'est dans ce sens qu'on a mis en place la coalition des organisations nationales et internationales. Le Congo n'est pas à vendre pour lutter contre la corruption et appeler le gouvernement congolais à mettre fin à l'impunité à travers le pays. Voilà un peu le travail que fait Ressources Matières et je suis à votre disposition si vous avez besoin de plus de détails et d'informations supplémentaires. Avez-vous quand même des résultats sur terrain dans les 3 secteurs d'activité opérés par Ressources Matières? Oui, nous avons des résultats pour ne parler que des 2 ateliers dont on a discuté en première partie. On voit que nous arrivons aujourd'hui à mettre l'ensemble des parties prenantes autour de la table pour non pas simplement parler, mais proposer des solutions concrètes. L'adoption d'une stratégie nationale de la gestion des minerais critiques répond à un besoin particulier. Notre plateforme Makuta, qui montre les redevances minières
des entités territoriales décentralisées est une réalité. N'importe quel citoyen congolais peut aller vérifier sur notre plateforme combien d'argent a été versé aux ETD et quelle entreprise les a payés, outre les informations qu'on peut trouver sur la localisation des entreprises. En matière d'énergie, j'ai déjà parlé de la plateforme Congo EPELA, mais je peux aussi parler de la mise en place des réseaux Mwangaza auxquels nous avons participé, qui aujourd'hui fait qu'à travers le Congo, il y a un réseau des organisations congolaises qui travaillent dans le secteur de l'énergie. Et nous avons notamment un cadre de coopération avec ANSER, avec l'unité de coordination l'ICM du ministère de l'Énergie. Nous avons aussi un cadre de coopération avec les ministères de la coopération. Bref, il y a une série de choses que Ressources Mater a mises en place qui continuent et les derniers ateliers montrent à quel point nous sommes à mesure de réunir l'ensemble des parties prenantes pour faire progresser les causes qui nous tiennent à cœur. Voilà, nous chutons petit à petit, nous arrivons presque à la fin de l'émission. Il y a une dernière préoccupation, c'est bien beau de se réunir, de faire des ateliers, des forums de haut niveau, n'importe quel thème qu'on peut donner à ce genre de rencontres. Mais le grand problème dans notre pays, c'est le suivi des activités. Les décisions sont prises, les résolutions, mais le suivi pose problème. Avez-vous pensé à cela pour qu'on ne classe pas tout ça dans les oubliettes? Le suivi fait partie intégrante de notre travail. Ressources Mater n'abandonne jamais quelque chose qu'il a commencé. L'atelier et les forums ne sont pas les premiers événements. En amont, on a consulté les acteurs, on a discuté, on a eu des réunions avec des ETD, avec les différentes parties prenantes individuellement. On est arrivé à organiser les forums et l'atelier. Maintenant, dans chacun de ces événements, nous allons mettre en place un groupe de suivi, des recommandations, et nous allons continuer le travail parce que c'est l'essence même de notre existence. Donc, vous n'avez pas de soucis à vous faire en matière de suivi parce que notre objectif, ce n'est pas d'organiser des ateliers, ce n'est pas de tenir des discours, mais notre objectif, c'est d'obtenir des changements directs sur le terrain. Et j'espère que d'ici 1 an, 2 ans, nous pourrons vous inviter, madame, à visiter des projets d'électrification qui ont été conduits par des ETD et que dans l'année qui va suivre, le gouvernement congolais va se doter d'une stratégie sur la gestion de nos minéraux. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission qui a réussi monsieur Jean-Claude Mputu, qui est directeur adjoint des ressources Mater. Nous l'avons dit, c'est une structure internationale. Et avec lui, nous avons parlé de l'utilisation des minéraux dans les transferts énergétiques et puis de l'électrification de nos ETD. Voilà, c'est totalement fini. Très ravi de vous savoir nombreux pour suivre cette émission dossier de la rédaction. Le plaisir a été pour nous de recevoir Jean-Claude Mputu. Je ne sais pas s'il a un mot de la fin. Juste vous remercier, madame, pour cette invitation et appeler nos autorités à s'engager plus résolument pour une meilleure gestion de nos ressources minières. C'en est fini et à la prochaine.